Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h20 ce matin, notre invité, c'est Marc Ferracci, le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement ne manque pas d'idées. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, pas toujours très malines. On l'a vu avec la vente à perte qui a fait pchit, avec enterré hier soir par le président. Désormais, c'est la vente à prix d'achat du carburant. Est-ce que c'est encore une autre idée un peu rapide et qui n'aura pas d'effet ? Non, c'est pas une idée rapide. La vente à prix coûtant, ça consiste simplement à demander aux distributeurs de ne pas faire de marge sur la vente de l'essence. C'est déjà le cas dans les grandes surfaces, c'est 1 ou 2 centimes la marge. C'est pas tout à fait le cas. Il peut y avoir une petite baisse, mais ça n'est pas le seul élément qui va permettre de protéger le pouvoir d'achat des Français. Dans les annonces qui ont été faites hier, vous l'avez vu, il y a l'idée de discuter avec les distributeurs afin qu'ils abaissent un petit peu leur prix de vente et qu'on soit à prix coûtant. Et donc, on peut espérer une baisse de quelques centimes d'euros au litre grâce à cette vente à prix coûtant. Sur le raffinage aussi, vous demandez finalement aux raffineurs, que sont Total Energy ou tout à fait, Exxon, je pense de baisser leur marge. Il faut avoir une discussion avec l'ensemble de la chaîne de production, avec les raffineurs, avec les distributeurs. Et c'est comme ça qu'on peut espérer gagner un petit peu. Mais ça ne suffira peut-être pas à protéger le pouvoir d'achat des Français les plus modestes, ceux qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler. Et c'est pour ça que ce qui a été également annoncé hier, c'est la réactivation d'un dispositif qui a plutôt bien marché au début de l'année 2023, en février et mars. C'est le chèque ou l'indemnité carburant. 10 millions de Français y sont éligibles. Il faut pour ça travailler, il faut avoir un véhicule. Un peu plus de 4 millions l'ont utilisé. On peut espérer que maintenant que l'aide est connue, ce sera plus que 4 millions. C'est 100 € par mois. Et c'est quelque chose qui... C'est 100 € par an, Par an, c'est ce que j'allais vous dire. Excusez-moi. 100 € par mois, ça commence à... C'est un plan par an. C'est 100 € par an. 100 € par an, et ça correspond à une baisse de 20 centimes pour un automobiliste moyen, de 20 centimes sur 6 mois à peu près. Donc, je pense que... 10 centimes sur un an. 10 centimes ça fait un sur gros an, plein, si vous quoi. le souhaitez. Mais ça fait un gros plein et c'est quand même important. Et je pense que c'est ce genre d'aide ciblée qui nous permettra de passer le cap de ces temps difficiles. On peut espérer quand même à un moment ou à un autre que les prix de l'essence retrouvent une forme de stabilité et retrouvent des niveaux qui soient un peu plus acceptables. Là, vous rêvez, c'est pas gagné là. Oui, mais vous on n'a savez, pas un indicateur qui va dans ce sens-là. non, mais... Oui, mais à un moment ou à un autre, vous savez, on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle nos finances publiques ne nous permettent pas de prendre des mesures de portée générale. mais ça, on est d'accord. Pourquoi vous dites pas aux Français qu'il faut payer l'essence plus cher ? Pourquoi vous n'avez pas ce courage politique ? Mais parce que vous savez, les contraintes qui pèsent sur ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, qui n'ont évidemment pas la possibilité tous d'aller vers des véhicules électriques, d'aller vers des véhicules qui ne consomment pas d'essence ou des voitures hybrides, ces contraintes-là, à court terme, elles sont indépassables. C'est pour ça qu'il nous faut trouver des solutions de court terme, et c'est pour ça que toute la difficulté dans laquelle on est, c'est d'accorder la temporalité du court terme avec la temporalité du moyen terme, c'est-à-dire la transition écologique et le changement de nos habitudes de consommation. Alors on va reparler de la transition écologique parce qu'Emmanuel Macron doit faire des annonces aujourd'hui, mais juste sur la question des marges hier. Donc les marges des distributeurs d'essence, les marges des raffineurs, les marges des industriels de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que vous comptez faire sur les marges en fait ? C'est désormais quelque chose de mal de faire des marges ? Il y a quelque chose dans le raisonnement économique qui chez nous est difficile à comprendre. On est anti-marge ? Non, pas du tout. On n'est pas anti-marge, mais on doit tenir compte d'une situation où l'inflation va plus vite qu'avant. Et lorsque l'inflation va plus vite qu'avant, il faut pouvoir répercuter à la hausse et à la baisse dans les prix ce qui se passe en amont de la chaîne de production, c'est-à-dire chez les fournisseurs. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit pour la grande distribution ou que ce soit pour l'essence, ce qui a également été évoqué hier par le président de la République, c'est une accélération du calendrier des négociations commerciales. Pourquoi ? Parce que, au fond, les marges, elles viennent d'où ? Il faut se poser cette question. Elles viennent du fait que des prix sont plus importants en amont. C'est le cas pour l'essence. Et ceux qui vendent le produit fini peuvent répercuter dans les prix de manière durable le prix des produits à l'origine. Et ça, à un moment ou à un autre, il faut être capable de le contrôler. Il faut être capable de faire en sorte que lorsque les prix baissent, ça se répercute dans les étiquettes. Ça, c'est
une annonce qui a été faite et qui était déjà, en fait... ça fait des mois qu'on dit ça. Hein. Oui, mais en l'occurrence, il y a une loi qui arrive mercredi en Conseil des ministres. On va gagner un mois, quoi. Qui va concrétiser ce principe consistant à rendre les négociations commerciales plus réactives à l'évolution des prix. Et c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on arrivera, je l'espère, à contrecarrer cette hausse des prix qui se traduit dans le portefeuille, dans le porte-monnaie des Français. Est-ce qu'on est allé trop vite dans la transition écologique? On a vu hier soir le président de la République annoncer que finalement il n'y aurait pas l'interdiction des chaudières à gaz. Il a dit qu'il aimait la bagnole. Est-ce qu'on a vu au Royaume-Uni le Premier ministre britannique dire qu'on maintenait le cap à long terme, mais qu'à moyen terme on lâchait un peu la bride? Est-ce qu'on en demande trop aux Français sur cette transition? Moi, je suis favorable à ce qu'on tienne compte de tous les effets économiques et sociaux de la transition. Vous avez parlé des chaudières à gaz, c'est quelque chose qui permet à des gens de se chauffer à un prix raisonnable. Il faut faire attention à ce que ça ne pénalise pas le pouvoir d'achat. Je pourrais vous faire la même remarque à propos de la transition et de ses effets en matière d'emploi. Quand on passe au véhicule électrique et quand on abandonne le thermique, c'est l'objectif que s'est fixé l'Europe en 2035, mais vous avez potentiellement dans la filière automobile, dans les fonderies, c'est-à-dire ces usines dans lesquelles on produit les moteurs thermiques, vous avez potentiellement un choc sur l'emploi qui est important. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on est allé trop vite? Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut des mesures d'accompagnement qui soient fortes, il faut des investissements publics, et une manière de résoudre ce problème, c'est d'investir, vous l'avez dit, par exemple dans les pompes à chaleur. S'agissant des effets sur l'emploi, c'est d'accompagner par la formation, la reconversion des salariés qui sont concernés par ces chocs. Mais je pense qu'il faut être très vigilant. Je ne remettrai évidemment pas en cause la trajectoire de transition écologique qui a été annoncée, qui va être précisée aujourd'hui par le président de la République. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention aux effets collatéraux. Tout ça dans une équation budgétaire extrêmement complexe. Le budget, c'est mercredi en Conseil des ministres. Il faut rétablir les comptes publics, il faut financer la transition énergétique, il ne faut surtout pas augmenter les impôts. Ça devient assez compliqué à tenir. Là-dedans, vous dites les cotisations sur salaire, les exonérations, elles ne sont pas très efficaces autour du SMIC. Et vous voulez revenir dessus? Alors justement, autour du SMIC, elles le sont. Mais c'est juste au-dessus qu'elles le sont moins. Elles sont peu efficaces quand elles portent sur les hauts salaires, c'est-à-dire en particulier sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 SMIC. Donc c'est des niveaux de salaire assez importants. Ce que l'on dit, on a fait un rapport avec mon collègue Jérôme Guedj, un rapport transpartisan, qui a consisté à regarder les impacts sur l'emploi, sur la compétitivité des entreprises de ces exonérations. Il y a une première constatation, c'est que autour du SMIC, entre 1 et 1,6 SMIC, les abaissements de charges, ça marche, ça crée, ça maintient des emplois. Il faut les conserver, c'est très important parce qu'on a un coût du travail qui est globalement plus élevé qu'ailleurs. En revanche, entre 2,5 et 3,5 SMIC, il y a des exonérations qui représentent à peu près 1,5 milliard d'euros. Alors, ce n'est pas considérable par rapport à la totalité des allègements de charges, des allègements généraux. C'est à peu près 75 milliards d'euros, les allègements généraux. Mais nous, on est sur ce 1,5 milliard d'euros dont toutes les études économiques nous disent, et on les a complétées avec un certain nombre d'auditions auprès de chercheurs, mais on a rencontré aussi les partenaires sociaux sur le sujet, nous disent qu'elles ne sont pas très efficaces pour créer de l'emploi ou pour maintenir la compétitivité des entreprises. Mais ça veut dire que vous seriez pour un relèvement des cotisations qui pèsent sur les entreprises de 1,5 milliard d'euros. Non, c'est beaucoup. Voilà ce que moi ce que je propose, c'est de supprimer ce qu'on appelle le bandeau famille, donc ce 1,5 milliard d'euros, mais de l'utiliser. Bandeau famille parce que c'est la suppression des cotisations familiales. Famille, voilà. Mais de l'utiliser pour des baisses de fiscalité ou de charges sur les entreprises qui soient plus efficaces en termes de création d'emplois. Par exemple, on utiliserait ce milliard et demi pour des baisse de charges sur les bas salaires, parce qu'on sait que ça crée plus d'emplois, ou alternativement, on pourrait les utiliser pour aller plus vite et plus loin sur la baisse des impôts de production. Et on sait qu'il y a tout un débat autour de la suppression des impôts de production. On a déjà un problème de smicardisation de la société, là ça va être pire, parce que vous n'allez pas passer le seuil d'après, parce que vous n'aurez pas les exonérations. C'est une question très intéressante que vous posez, et on se l'est posée quand on a fait ce rapport, c'est la question de savoir s'il y a des trappes à bas salaire. Oui. C'est-à-dire si, autour des seuils, le seuil à 1,6 SMIC, qui consiste à faire baisser les exonérations, le seuil à 2,5, il y a des trappes à bas salaire. Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas de preuve de ces trappes à bas salaire. Il faut faire attention, et on a demandé à ce que le gouvernement expertise notamment l'interaction qu'il peut y avoir avec la prime d'activité, parce que la prime d'activité, vous en sortez à 1,5 SMIC et il y a un seuil d'exonération à 1,6 SMIC, donc il peut se passer quelque chose et on n'a pas répondu à cette question, mais concrètement, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui de preuve de l'existence de trappes à bas salaire, et c'est la raison pour laquelle, à un moment ou à un autre,
pour lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre le non-emploi et les allègements sur les bas salaires. Merci beaucoup Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.